Si Land Rover avait dans l'idée, dès sa conception, d'offrir un 4x4 plus statutaire et plus confortable que ses concurrents, il n'est pas sûr que ceux qui le conçurent imaginaient à l'époque le Range d'aujourd'hui, bardé de cuir, de boiseries et de délicates attentions, tout en conservant ses qualités en tout terrain. Depuis 50 ans, le Range Rover fait partie du paysage, évoluant au gré des années. Mais nul doute que pour les amateurs, c'est le Range dit classique qui garde l'aura la plus forte. Retour aujourd'hui sur son histoire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un château. Non, c'est pas vrai. Ne commencez pas à croire n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grâce à la dernière vidéo sur l'histoire du logo interdit de Renault que j'ai pu acheter un château. Non, mais c'est un tout nouveau décor qui est pour l'instant un petit peu épuré. Il n'y a pas beaucoup de décoration, mais quand on voit un si beau mur en pierre, est-ce qu'il y a vraiment besoin de décoration ? Bref, par ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette fameuse vidéo sur l'histoire du logo interdit de Renault. Alors aujourd'hui, je suis plus sage, je n'ai pas de cubit de rosé. Cela dit, pour parler du Range Rover classique, c'est pas trop cohérent, il faudrait plutôt une bouteille de gin. Et merci également à notre partenaire Biparts de soutenir cette vidéo. Biparts propose plus de 6 millions de pièces détachées d'occasion pour n'importe quelle voiture. Ils existent depuis plus de 10 ans et sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver n'importe quelle pièce pour n'importe quelle voiture. Les pièces sont vérifiées, certifiées, garanties 2 ans. C'est évidemment beaucoup plus économique que d'acheter des pièces neuves. Et puis potentiellement, vous avez beaucoup plus de chances de trouver des pièces qu'on ne fait plus en neuf. Les livraisons sont très rapides, elles se font en 5 jours et vous avez 14 jours pour retourner la pièce si jamais elle ne convient pas. Ils ont un service après-vente et un service clientèle au top d'ailleurs, et en français évidemment. Donc rendez-vous sur leur site b-parts.com, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, ainsi que leur compte Instagram. Et maintenant revenons-en à la légende, car une chose est sûre, en Europe, c'est au Range Rover que l'on doit l'émergence du 4x4 de luxe. Si aux USA, le concept commençait déjà à se développer, notamment chez Jeep avec le Wagoneer, en Europe, les véhicules tout-terrain restaient encore cantonnés à un rôle utilitaire, voire agricole, et Land Rover, division tout-terrain de Rover, restait avec succès sur ce créneau-là depuis 1948. Pourtant, au milieu des années 60, les dirigeants se rendent compte qu'un nouveau secteur se dessinait. Si le Land Rover Series 1, 2 et 3, qui accouchera par la suite du Defender, gardait une image de marque forte, on remarqua qu'une nouvelle clientèle existait à l'instar de ce qui se passait aux États-Unis. On pensa d'abord à tous ces gentleman farmers dont les énormes revenus provenaient directement des énormes parcelles de terre au sein même du Royaume-Uni, mais aussi à tous ceux qui, au sein de l'ex-empire britannique, commençaient à grimper l'échelle sociale tout en habitant toujours dans des maisons plutôt difficiles d'accès et qui aimeraient bien un petit peu plus de statut social et surtout un petit peu plus de confort, voire de luxe. Le mouvement était apparu aux États-Unis, notamment avec International Harvester et son fameux Scoot. Ailleurs, le marché était petit, mais suffisamment intéressant pour que Land Rover s'y colle. Les premiers prototypes commencent à rouler dès 1967, sous le nom de Road Rover d'abord, puis Velar sous la direction de Charles Spencer King. Certes, son look reste très carré, mais semble tellement moderne par rapport à un Land Rover Series, dont il reprenait sensiblement le châssis, et dès le départ, l'orientation est prise. Malgré une utilisation plus civile qu'utilitaire, on décide de conserver une transmission intégrale permanente, et pour plus de noblesse mécanique, on décide d'utiliser le moteur V8 Rover, un Buick dont les droits avaient été acquis au milieu des années 60, et qu'on retrouve sur les Rover P5, P6 ou SD1, entre autres, de quoi flatter l'ego des futurs propriétaires tout en rivalisant avec les productions américaines. Et face à un marché incertain, on préfère conserver l'idée d'une carrosserie 2 portes sans développer toute une gamme, du moins pas pour l'instant. Il ne s'agissait pas de proposer une routière, mais plus un véhicule passe-partout, demeurant confortable pour les nobles fessiers de l'ordre.
À l'intérieur, l'idée n'est pas encore au luxe, mais plutôt au confort, avec des sièges moelleux, du velours en veux-tu en voilà, et quelques petites attentions, histoire de se différencier d'un vulgaire Land Rover. Mais l'ensemble reste quand même très basique, et remarquez le combiné d'instrumentation qui semble être tout simplement posé sur la planche de bord. Et en parlant de planche de bord, vous pouvez même trouver des pièces d'intérieur pour un Range Rover classique sur le site de Biparts. Et oui, et puis pour n'importe quelle autre voiture, évidemment, le lien est juste en dessous dans la description. Mais le Range Rover, donc lancé en 1970, rencontre rapidement sa clientèle, d'autant plus que sur le marché européen, la concurrence n'existe pas, sauf parmi les petites officines telles que Monteverdi en Suisse, qui tente de s'imposer avec son Safari et ses infrastructures très artisanales. Land Rover n'y verra jamais un concurrent. D'ailleurs, Monteverdi, associé à Fisore en Italie, fit une proposition de range à 4 portes qui servira de test, puis de base à Land Rover pour élargir la gamme au début des années 80. Entre-temps, un nouveau concurrent est apparu, le Mercedes Classe G qui connaîtra le même genre de carrière. Dès 1980, le Range connaîtra un premier restylage, puis un deuxième en 86. Dans l'intervalle, la lente montée en gamme avait commencé, avec notamment dès 1984 l'arrivée du cuir et du bois pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et de moins en moins rurale. Le V8 de 3,5 litres évoluera en puissance. Jusqu'en 1982, il produisait 135 chevaux pour redescendre à 128. En 1985, le V8 EFI passait à 168 chevaux. En 90, la cylindrée passait à 3,9 litres et 182 chevaux. Puis en 92, la version 4 litres 2 et 200 canassons. Et en 86, le Range accueillait aussi ses premiers diesels d'origine italienne, des VM d'abord en 2 litres 3 et 106 chevaux, puis 2 litres 5 en 88 avec 121 chevaux. Et ce n'est qu'à partir de 92 qu'il récupérera des moteurs britanniques, 2 litres 4 et 113 chevaux, puis 2 litres 5 de même puissance en 94. La production continua jusqu'en 96, avant que le classique soit remplacé par un tout nouveau Range connu sous le nom de code P38. Et au total, ce sont 325 490 exemplaires qui sortiront des chaînes d'assemblage de 1970 à 1996. Pas mal. Et comme le Mercedes Classe G, le Range Rover est un véhicule à part, incomparable, toujours plus luxueux et toujours plus performant, sans jamais perdre ses qualités naturelles. Le Range classique, quelle que soit sa version, est tombé déjà depuis un petit moment dans la collection et il devient de plus en plus difficile d'en trouver, surtout en bon état, et surtout les premières générations de 1970 à 1980. Alors forcément, les versions diesel VM sont moins prisées et ça peut être une bonne solution pour commencer à rentrer dans l'univers Range Rover. En tout cas, évidemment, si vous en cherchez un, qu'une seule adresse, carjagger.com, pour rentrer en contact direct avec nos chasseurs d'auto qui vous trouveront absolument tout. Et même parfois des trucs bizarres. Et tout bien considéré, l'automobiliste avisé a-t-il réellement besoin d'autre chose que d'un Range Rover? Ou que d'un Fiat Multipla? Car cette machine, dont on a salué 1000 fois l'élégante polyvalence, se rapproche probablement le mieux de la formule idéale. Alors bien sûr, je ne parle pas des modèles vendus à partir de la fin des années 90, début 2000, dont l'inflation continue du gabarit et des tarifs l'ont peu à peu éloigné de sa vocation initiale pour se rapprocher de plus en plus de la limousine de luxe. C'est sans doute ce qui explique en partie l'engouement dont les premières Range font l'objet. Reverra-t-on un jour ce mix inédit entre confort, praticité, habitabilité, performance, bonhomie, le tout dans une carrosserie contenue et dégoulinante de classe car évitant soigneusement de tomber dans le caniveau de l'agressivité. Alors bien sûr, les premières Range ne sont pas aussi fiables que des Toyota, ne sont pas aussi bien construites que des Mercedes Classe G, mais à l'instar d'une Jaguar XJ, le Range se fait aisément pardonner à celui qui saura l'aimer avec sincérité. Car il détient pour l'éternité une vertu que la plus irréprochable des Lexus n'aura jamais, la classe. Et il ne faut donc pas chercher ailleurs la raison pour laquelle les premières Range aujourd'hui s'arrachent à prix d'or, ce qui fait hurler les grincheux. Mais bien fait pour eux, fallait se réveiller à temps. Car aujourd'hui, pour trouver un Range Rover classique en bon état, il faut bien compter 50 000 €. Et parfois, lorsqu'ils sont entièrement restaurés, ça peut monter
à 150 000 €. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Mercedes Classe G ou Range Rover. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter le site de notre partenaire Biparts pour trouver votre bonheur parmi plus de 6 millions de pièces détachées d'occasion certifiées, vérifiées et garanties 2 ans. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Et quant à moi, je vous dis encore une fois merci infiniment d'être aussi nombreux et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.